Bon, tu vois, Bobo, le minimalisme, c'est simple, hein. Bah oui. Il suffit de faire les choses avec intentionnalité. Bah oui. Oui, en fait, tu dois juste comprendre que moins égale plus. Bah oui. En fait, le secret, c'est que la meilleure façon de ranger, eh ben, c'est de jeter. Eh ben, ouah, il comprend pas. Son cerveau, il est trop minimaliste de l'intelligence. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Voilà, on commence une nouvelle série qui va s'intituler Plus ou moins et qui va parler, voilà, de charge cognitive et de budget de complexité en jeu de rôle. Et grosso modo, ça va être l'éternel débat des systèmes lourds contre les systèmes légers. Et donc, on va commencer avec une nouvelle vidéo sur le minimalisme en jeu de rôle. Ici, là, aujourd'hui, on va surtout parler de techniques de MJ. Donc voilà, si tu crées des jeux ou si tu es juste joueur, tu peux aller te coucher. Et en fait, on va essayer de répondre à une critique qui peut être faite aux minimalistes. Ce serait dire, oui, en fait, si c'est minimaliste, c'est simpliste. Est-ce que c'est vrai, cette critique? On va voir ça, et ça permet aussi, ça va à nouveau s'atteler à un de mes chevaux de bataille, qui est le fait qu'il y a des enjeux cognitifs à explorer dans une pratique du JDR. Voilà, le côté charge mentale, voilà, c'est quelque chose que je me plais beaucoup à traiter en fait quand je parle de jeux de rôle, probablement parce que ça recoupe des enjeux personnels, voilà, de charge mentale à surmonter, quoi. Bon, on va d'abord définir c'est quoi la simplification dans le cadre de la maîtrise. En fait, grosso modo, il y a 4 axes. Il y a le zéro préparation, ça veut dire zéro scénar, mais aussi zéro accessoire et enfin zéro lecture. Donc c'est ce premier axe. Le deuxième axe, c'est la simplification des règles. Je te renverrai un article que j'ai écrit qui s'appelle Comment je speedrun mes parties de jeux de rôle traditionnels, qui explique vraiment très très en détail cet aspect-là. Il y a un troisième axe qui est la simplification de l'intrigue. Et un cinquième axe qui est, un quatrième axe, qui est la suppression du grade party. Donc par le grade party, je parle du briefing, du débriefing, de l'infodump, du méta-jeu, du world building et également de la création de perso, quoi. Bon. D'abord, une réponse générale à cette critique. Ouais, mais si c'est minimaliste, c'est simpliste, si tu as une maîtrise minimaliste, ta partie, le résultat va être minimaliste aussi. Ça va pas être génial, quoi. Ça semble un peu assez logique, en fait, de dire ça. Si j'amaigris le dispositif, je vais perdre en qualité. Mais, en premier lieu, je répondrai que la simplicité, c'est pas si simple, en fait. Il faut soit apprendre des techniques, ça va être l'objet de beaucoup de mes vidéos, notamment cette vidéo-ci, et puis tout ce qui va suivre. Ou alors il faut avoir accès à des jeux à haut potentiel ludique, voilà, qui vont être simples et à la fois très simples et très efficaces. Et trouver ces jeux, ça nécessite encore aujourd'hui un certain travail de veille. Bien que, voilà, quelques jeux du genre soient déjà faciles à trouver, je pense à Critical, que tu vas trouver en boutique, qui est censé être plug and play, tu l'ouvres, t'as très peu de lecture et tu démarres tout de suite, et voilà, quoi. Bon, je précise, j'ai pas joué à Critical, donc j'ai pas plus de bien ou de mal à dire sur ce jeu, mais bon, ce que j'ai retenu du concept, c'était que je déballe, j'ai pas guère plus de lecture qu'un jeu de plateau et on joue tout de suite, quoi. Ok. Ça y est, je suis déjà perdu. Je suis déjà perdu dans mes notes. Voilà, ça se voit hein, que j'ai un prompt. Hein. Ouais. Écoute, si on veut, on passe. Tu souscrivais en masse au Patreon. J'investirai dans un écran de prompting et tout, plus efficace que ce que j'ai là.
Voilà. Donc voilà, là, c'est en fait minimaliste, c'est pas simpliste dans le sens où tu vois en fait il faut encore aujourd'hui une certaine compétence pour avoir une maîtrise minimaliste. Donc c'est pas maîtriser par-dessus la jambe en réalité quoi. Euh, et également, bah, si on prend l'inverse, on dira oui, mais en fait un système maximaliste est un système compliqué hein, pour dire les choses simplement. Eh ben, un système maximaliste, il va pas forcément maximaliser la réussite de la partie. Pourquoi? Pourquoi? Bon, ça a l'air un peu contre-intuitif ça, mais je vais expliquer. En fait, le problème, si tu veux, c'est que souvent, donc un système maximaliste, c'est grosso modo une addition de beaucoup de sous-systèmes. Mais en fait, en vrai, dans le cours de ta partie, bah, tu vas pas utiliser tous les sous-systèmes. Donc finalement, tu vas peut-être pas utiliser davantage de règles que si tu avais une proposition d'emblée minimaliste. Donc du coup, le résultat n'est pas différent, quoi. Donc ça part d'un principe, il y aura une vidéo consacrée à ça, un principe que les sous-systèmes se font concurrence, quoi. Pour dire simplement, bah, j'ai pas le temps d'utiliser tous mes sous-systèmes dans la partie, donc c'est pas la peine d'en avoir tant que ça, quoi. Et puis bon, bah, ce dispositif maximaliste, il peut même être carrément contre-productif, tout simplement parce que tu te retrouves avec une usine à gaz, quoi. Et donc tu vas passer plus de temps à te retrouver à appliquer tout un tas de règles inutiles ou à te perdre dans ton bouquin. Et puis, en fait, ce système maximaliste, il peut tout simplement être cognitivement ingérable. Donc voilà, à nouveau, on est ce serait plutôt un argument pour dire que un système maximaliste donne une partie un peu plus pourrie. Alors, il y aura une vidéo, la prochaine vidéo va un petit peu plus faire la comparaison système minimaliste, maximaliste. Donc, je vais essayer de pas trop m'étendre plus là-dessus, parce que j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Autre problème, en fait, lié à l'utilisation de dispositifs maximalistes, en fait, c'est que ça, c'est très lié à ce que on appelle la grindification, ou pour le dire un peu plus françaisement, la dégradation des loisirs. C'est-à-dire que on voit apparaître dans nos loisirs, c'est quelque chose vraiment très 21e siècle, je dirais, une pression de performance. Et ça, c'est dû aux réseaux sociaux. Il faut que notre loisir, il soit, je sais pas, instagrammable. Il faut qu'on puisse se vanter d'aboutir à des résultats poussés dans notre loisir, de nous investir énormément et tout. Donc ça, c'est à la fois lié, je pense, aux réseaux sociaux, mais aussi à l'hyperkinésie de notre époque, et puis tout simplement au capitalisme qui pousse même, entre guillemets, eh bien, en fait, le fait de s'investir dans un loisir, c'est peut-être à plus ou moins long terme, carrément se faire de l'auto-entreprise à ce sujet. Évidemment, je suis une incarnation même, enfin, je suis une victime totalement de ce phénomène de grandification des loisirs, puisque du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et est-ce que c'est une décision qui m'est propre, ou est-ce que quelque part je suis victime d'injonctions? Et puis, est-ce que ça me rend plus épanoui dans mon loisir, maintenant que je le fais à temps plein et tout? C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et donc le deuxième problème, c'est lié à l'emploi de systèmes maximalistes, c'est simplement le risque de burn-out du MJ, quoi. Je te renvoie à ma vidéo sur l'épuisement rôliste. Donc grosso modo, qui veut voyager loin, ménage sa monture, et bon, c'est là que la simplification, elle intervient. Donc, je t'ai déjà parlé qu'il y avait 4 points de simplification. Zéro préparation, simplification des règles, simplification de l'intrigue, suppression du grade partie. On va maintenant aborder en fait en détail ces 4 aspects de la simplification pour que tu puisses voir ce qui t'intéresse là-dedans, quoi. Commençons par zéro préparation. Donc, dans zéro préparation, il y a déjà zéro scénario. Alors juste, zéro préparation, j'ai écrit un gros article qui s'appelle justement zéro préparation. Je te renvoie bien sûr à cet article. Donc zéro scénario, c'est quoi? C'est qu'on va abandonner l'idée d'écrire un scénario, ou même d'en lire un. C'est pas uniquement pas de scénario écrit par soi-même, pas de scénario du commerce, et on va totalement improviser.
ce qui va supprimer du coup ce temps de préparation. Donc, pour l'improvisation, je t'envoie à ma vidéo sur l'impro. Et grosso modo, c'est quoi l'avantage d'improviser? En quoi ce serait mieux? Eh bien, en plus de te faire gagner du temps, eh ben, ça a l'immense avantage de te permettre de faire du jeu centré sur le personnage, ou character centered. C'est-à-dire que tu vas partir des feuilles de personnages et tu vas broder une intrigue qui concerne directement les personnages. Et ça, tu peux pas le faire si tu as préparé un scénario. Enfin, c'est plus compliqué. Et donc, en fait, finalement... Ou alors, tu peux... Il y a une autre technique d'impro, plutôt que de faire du jeu centré sur le personnage, c'est jouer à la dérive, ou jouer pour voir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va enchaîner les incidents, voir comment réagissent les personnages, jouer les conséquences des actions des personnages, des actions des PNJ, la logique du monde, et on va faire progresser ça sans trop savoir vers où on va. Voilà, on joue pour voir ce qui va se passer. En fait, ces deux méthodes, Character Centered et Dérive, elles ont en fait, elles vont finalement augmenter l'implication des joueurs, parce que vraiment, là, t'as l'impression que tes actions, elles ont véritablement un impact, puisque c'est en fait absolument central dans l'improvisation du MJ, les actions des joueurs. Et du coup aussi, il y a plus de liberté pour les personnages, et il y a aussi plus d'immersion, parce qu'en fait, ces deux structures me paraissent, en fait, surtout la dérive, ça me paraît plus organique qu'une structure narratologique, c'est-à-dire une structure voilà, qui serait avec une situation initiale, un élément perturbateur, l'appel à l'aventure, le refus de l'appel à l'aventure, les fun and games, le ventre de la baleine, le mentor, machin, enfin un truc, le climax, le post-climax. En fait, ces structures-là, elles sont pas immersives dans le sens où on comprend tout de suite qu'on est dans une histoire, parce que je suis les codes d'une histoire, et donc pour peu que tu aies un petit regard analytique là-dessus, ça va te casser en fait ta sensation d'être dans un truc un petit peu réel, quoi. Parce que le réel ne suit pas la structure du monomythe, je suis désolé. Voilà. Donc la dérive, c'est le réel, faut le savoir. Bien. Et bon, je vais pas te rappeler toutes les techniques d'impro, puisque à nouveau j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais grosso modo, je dirais que la science de l'impro, ça se résume, c'est pas comme si c'était simple, hein, mais ça se résume à une compréhension de ce qu'est le ludonarratif. Ludique et narratif. Enfin, en fait, il faut produire quelque chose qui soit à la fois ludique et narratif. En tant que MJ, ton rôle, c'est de faire de la mise en scène, de transformer des situations en scène, voilà, qui, entre guillemets, font avancer l'histoire, et également de faire de la mise en jeu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tout simplement des choix à faire pour les personnages, quoi. Alors, le souci, bien sûr, c'est que cette impro, il faut réussir à la masquer, que ça reste quand même discret, et je dirais aussi que l'idéal, notamment pour l'immersion, c'est de rester un minimal, ce qu'on appelle accountable, ou genre en français je traduirais par responsible. Être responsible, c'est pouvoir dire oui mais j'ai improvisé, mais en même temps j'ai pas totalement improvisé. Tout ne reposait pas sur du sable, il y avait des fondations solides. Et comment on crée ça en fait? Eh bien, bon, déjà, il faut pas réfléchir à voix haute, hein. Voilà, si tu commences à dire, ah, mais c'est quoi le nom de ce PNJ? Attends, comment je pourrais l'appeler? Bon, voilà, le théâtre des illusions s'effondre, hein. Il faut toujours penser à 2 coups d'avance, voilà, donc ça, c'est une façon d'être responsible. Et il faut penser très tôt au nœud de l'intrigue. Par exemple, si tu as prévu une enquête, tu dois déterminer vraiment, vraiment dès le début de la partie, dans ta tête, tu dois déterminer qui est le coupable. Après, tu vas pouvoir improviser les indices, les témoins, tout ça peut être improvisé, mais le truc fondamental, voilà, c'est le coupable. Ça va pas être improvisé en fonction des idées des PJ, parce que sinon, en fait, voilà, donc, du coup, s'il y a une enquête, faut pas que ce soit totalement une enquête émergente, faut qu'elle soit pseudo-émergente, c'est-à-dire qu'au moins,
le fondement, le socle de l'enquête. Il a été la vérité derrière tout ça, a été quand même déterminée très très tôt dans la partie. Alors, l'objection qu'on peut faire aussi à tout ce qui est improvisé, c'est de dire, ouais, mais en fait, l'avantage quand on a un scénario, quand on a préparé, c'est qu'on peut faire montre une certaine érudition, tu vois, beaucoup de détails, qui vont donner une sensation de réel, de profondeur aussi. Et en fait, heureusement, il y aura une vidéo qui s'appelle Comment improviser à partir de Wikipédia ou d'un wiki, qui permet en fait tout à fait d'avoir les sensations qu'on éprouve avec un scénario érudit. Voilà, c'est génial. Donc du coup, t'as vraiment plus aucune excuse pour ne pas improviser. Alors ensuite, toujours dans le zéro préparation, il y a le zéro accessoire. L'idée, c'est que les accessoires, bah en fait, ça prend du temps à préparer parce que tu vas les créer, parce que tu vas les mettre dans ton sac, tout ça. Donc ça crée de la friction, de la lourdeur. Et en plus de ça, leur effet en jeu n'est pas forcément bénéfique. Pourtant, je te préviens, il va y avoir une vidéo qui s'appelle Pourquoi les aides de jeu c'est le bien. Oui, je suis pas à une contradiction près. Voilà, dans notre paradigme, en fait, pourquoi on veut pas d'accessoires? Parce qu'en fait, les accessoires vont souvent être une pollution. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les sous-systèmes se font concurrence. Donc en fait, un accessoire, c'est un sous-système de plus qui va faire concurrence aux autres. Bon, au final, on rajoute un truc de plus qui sera pas utilisé, quoi. L'idée, c'est que il faudrait garder que les aides de jeu qui récapitulent les règles que de toute façon on a prévu d'utiliser. Par exemple, si tu as des cartes de sorts, des cartes d'équipement ou des cartes de manœuvre, ça c'est très très bien, prends-les. Par contre, des aides de jeu qui vont rajouter des choses qui sont pas déjà dans les règles, eh ben ça c'est juste du bruit supplémentaire, de la pollution, donc on évite. Pareil, les figurines, ce sont des accessoires à éviter. C'est vrai que les figurines rendent un combat plus lisible, pareil pour les battle maps, mais que ce soit les figurines ou les battle maps, vont pousser au micromanagement, et donc à faire des combats plus longs, et du coup on passe en mode maximaliste avec tous les problèmes que j'ai indiqués avant. Donc à la place, on a préféré jouer les combats en théâtre de l'esprit. Pour ce qui est de la musique, moi je vois partout les conseils. Oui, pour chaque scène, j'ai prévu une musique, il y a une musique de générique pour les personnages, tout ça, c'est super. Mais voilà, si tu veux être minimaliste, ne fais pas ça, parce que en fait, tu peux littéralement passer 2 ou 3 heures juste à préparer la bande-son de ta partie, et t'as compris que c'est pas ça qu'on veut. Donc en fait, tu te prévois une playlist, comment? Tu te prévois une playlist calme et une playlist action. Alors, si tu joues dans plusieurs univers, tu peux avoir des playlists, une playlist calme, made fan, une playlist action, made fan, playlist pareil pour le contemporain et la SF, tu vois. Alors, voilà, ça fait du coup, ça fait 6 playlists au total. T'as 6 playlists pour les dominer tous et dans les ténèbres les lier. Et donc bon bref, quand tu joues, t'as ta playlist calme, ta playlist action, et juste quand ça arrête d'être calme, ça passe à l'action, tu changes la playlist. Quand le combat est fini, tac, tu repasses en playlist calme, et c'est tout ce que tu as à cognitivement gérer durant ta partie. Et tu peux même en fait n'avoir qu'une seule playlist. Par exemple, t'as juste une playlist calme, tu dis quand je passe en action, je mets ma playlist calme en pause. Voilà. Ou l'inverse, tu peux avoir juste une playlist action, tant que c'est calme, il n'y a aucun son, puis dès que c'est l'action, tac, tu balances de la drum and bass à fond, et puis voilà quoi. Voilà, il y aura une vidéo sur la musique, voilà, il y a des vidéos sur tous les sujets, ainsi de suite, voilà, tu connais, toi-même tu sais. Bon, on continue sur le zéro préparation avec l'aspect peut-être le plus radical avec lequel tu auras plus envie de m'insulter, c'est le zéro lecture. En plus, je veux tirer une balle dans le pied puisque moi je te vends des jeux et là je te dis qu'il faut pas lire. Alors bon, c'est-à-dire quoi? Le zéro lecture, c'est que déjà tu peux commencer à jouer à un jeu sans l'avoir lu. Il y aura prochainement une vidéo sur le sujet. Et souvent, tu verras que ton fantasme du jeu, il est plus satisfaisant que la réalité du jeu que tu vas découvrir en le lisant après. La réalité d'un jeu de rôle est souvent assez décevante. Tu vas te rendre compte que, en fait,
t'as été hypé par un jeu et quand tu commences à le lire en profondeur, tu te rends compte que ça manque d'originalité, que le système est une usine à gages, que le lore, il y a beaucoup de remplissage avec du contenu un peu random, la cosmogonie, tout un tas de monstres pas intéressants et ainsi de suite, quoi. Souvent, un nouveau jeu de rôle, il va être intéressant par ses singularités, les aspects vraiment originaux qu'il y a dedans. Mais en fait, souvent, ces singularités, notamment au niveau du lore, euh, dans le jeu, elles vont être soit sacralisées, ça veut dire qu'on peut pas remettre en cause l'existence de cette singularité, ou elles vont être banalisées, c'est-à-dire que c'est un truc que tout le monde connaît, qui est banal dans la vie des personnages et tout. Et en fait, c'est plus tellement amusant de jouer avec ces singularités si elles sont sacralisées ou banalisées, quoi. Donc, en fait, il vaut mieux que tu saches qu'il y a telle singularité dans le jeu, et tu vas jouer la découverte de la singularité par les personnages, la remise en cause de la singularité, tu peux la faire péter et tout, la tordre, la dévier, et ça c'est tout ce que tu pourras pas faire une fois que tu auras lu le jeu, parce que tu te rends compte que le jeu, il aura sacralisé ou banalisé la singularité, donc tu pourras plus vraiment jouer avec. Je vais être encore plus radical, parce que je t'ai dit, ouais, tu peux jouer sans avoir lu le jeu ou en faisant juste une lecture partielle. Mais peut-être que tu peux même envisager de ne plus lire de nouveaux jeux. Il est probable que tu aies déjà lu et maîtrisé un tas de jeux. Et en fait, peut-être que tu peux maintenant te reposer sur tes acquis et exploiter en fait ces jeux que tu as déjà lus. Alors tu vas me dire, ouais, mais il y a il y a encore des univers qui me font envie, et je les ai pas lus et tout, enfin, en tout cas, j'ai pas lu les jeux. Eh ben, en fait, prends un univers, et pour le motoriser, utilise un jeu générique que tu connais, ou tu prends un de tes systèmes favoris, et tu le générifies, quoi, tu le transformes en jeu générique, moyennant quelques modifications, voire pas de modifications du tout, quoi. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, avec Inflorenza. Voilà, c'est pas un jeu générique, Inflorenza, mais il est facile à générifier. Ou Sword and Wizardry, pour ça, Sword and Wizardry, c'est un jeu OSR, quoi. Et en fait, ça m'arrive souvent de générifier Sword and Wizardry pour jouer dans autre chose que du médial fantastique. Bon, ça fonctionne, il n'y a pas besoin de beaucoup de modifs pour que ça fonctionne. De préférence, voilà, donc je te dis, voilà, utilise les jeux que tu as déjà dans ta bibliothèque. De préférence, utilise surtout les jeux ou les outils qui sont à haut potentiel ludique. Donc je pense par exemple, voilà, à Musée Oracle. Je pense que ce paquet de cartes, juste ce paquet de cartes, hein, sans rien d'autre, aucun jeu en plus, bon, tu peux faire des tonnes et des tonnes de parties juste avec Musée Oracle, hein, qui a plus ou moins un système intégré, et des tonnes et des tonnes d'inspiration dedans, quoi. Ça fait largement le taf. Voilà, ou moi j'utiliserais par exemple Biomasse. Bon, c'est pas tout à fait générique, c'est dans un univers de Milvaux, mais par contre, ça tient juste sur mon téléphone portable, et je peux faire des centaines et des centaines de parties de Biomasse avant de commencer à m'ennuyer, quoi. C'est à peu près sûr, quoi. Alors, je vais boire un coup. Parce que je te parle beaucoup. Ouais, voilà, on parle de simplicité et on passe beaucoup de temps sur le sujet. Bon, ça peut te paraître un peu radical d'avoir que un jeu à haut potentiel ludique pour faire toutes tes parties. Un petit peu moins radical, je dirais que tu peux avoir 4 jeux génériques ou 4 jeux générifiés. Et pourquoi 4? Parce que je pense qu'il y a un peu 4 ambiances que tu peux pas faire avec un jeu unique. Enfin, peut-être que tu peux le faire avec... je suis à peu près sûr que GURPS peut faire les 4 trucs. Mais bon, on va dire que là on parle plutôt de jeux générifiés. Il te faut en fait un jeu pour faire de l'horreur. Voilà, pour faire de l'horreur dans n'importe quel univers, n'importe quelle variation de l'horreur sombre, voilà, fera totalement le taf. Pour te donner un exemple, hein, tu peux choisir un autre jeu horrifique, hein, bien sûr. Voilà. Il te faut un jeu épique.
Donc moi, j'utiliserais volontiers Inforenza. Il te faut un jeu de spécialiste. Un jeu de spécialiste, c'est un jeu où en fait la réussite des personnages va dépendre de est-ce qu'ils ont les bonnes compétences, est-ce que le groupe est bien complémentaire et tout. Donc pour ton jeu générique de spécialiste, tu peux prendre un OSR. Voilà, tu peux prendre éventuellement Fate, qui fera très bien le taf. Ou encore, tu peux prendre tout simplement un basic system, tu vois, un jeu à compétences pourcentage. C'est le jeu de spécialiste par excellence, quoi. Et voilà, et go zoo, quoi. Et puis, il te faut aussi un jeu pour faire du drama. Donc, tu peux prendre les cordes sensibles de Frédéric Sintès. Moi, je prendrais, par exemple, Inforenza Minima, quitte à le générifier pour jouer dans d'autres systèmes que Milvaux, dans d'autres univers que Milvaux. Ou pour le coup, pour ce qui est drama, je pense qu'on peut aussi très bien fonctionner tout simplement avec du sans règle. Voilà. Alors, donc là on a parlé du zéro préparation, c'était le gros morceau. Là, je te promets, ça va aller un peu plus vite maintenant. L'aspect, la simplification des règles. C'est-à-dire que là on a un peu parlé d'utiliser des systèmes simples, mais on peut travailler avec un système maximaliste, mais qu'on va simplifier en fait. Alors, à mon humble avis, hein, attention, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais je pense que la plupart des jeux de rôle sont trop compliqués. Donc voilà, soit tu utilises un système très simple, hein, un petit peu parlé, tu peux même carrément utiliser du sans règles. Par exemple, pour commencer dans sans règles, le mieux c'est de faire du FKR, parce que le FKR c'est très bien expliqué. Donc je te renvoie bien sûr à la vidéo sur les FKR. Ou tu peux prendre ton système de jeu préféré et le simplifier à l'extrême. Soit par exemple, en fait en ne lisant que partiellement les règles, tu lis pas toutes les règles, parce que c'est une façon de simplifier, quoi. Ou alors tu peux utiliser les règles comme des simples listes que tu vas incorporer sans les mécaniques. Par exemple, ce qui est rigolo, c'est tu vas prendre les listes de compétences, tu vas prendre les listes d'avantages, défauts, les listes d'équipements, les sorts, les maladies, etc. Tu vas juste prendre la partie narrative de ça, tu vois, sans utiliser utiliser les mécaniques. Généralement, les mécaniques, tu vas pas les comprendre sans avoir lu le core system, qui des fois peut être gros et tout. Donc voilà, tu vas juste utiliser en fait un gros jeu comme en fait des listes, quoi. Je m'arrête un petit peu sur le combat, qui est souvent la partie qui va utiliser le plus de règles, qui va être le plus lourde. Pour simplifier ça, en fait, mon principe, c'est un combat, c'est un jet de dés décisif par joueur. Grosso modo, on voit un peu ce que le personnage essaye de faire, quelle action décisive le personnage essaye de tenter. On fait un jet de dés pour trancher. Si le jet de dés est réussi, l'adversaire ou le groupe d'adversaires ciblés sont à la merci du personnage. Le personnage peut les tuer, les neutraliser, les faire fuir, enfin voilà. Mais si le personnage loupe son jet de dés, c'est lui qui se retrouve à la merci, et donc peut-être qu'il va être assommé, neutralisé, voire même tué. Après, on peut aussi considérer que l'échec, en fait, met les personnages à la merci que si, par exemple, tous les personnages échouent, quoi. Parce que ça peut finalement complexifier les situations. Si d'un côté, il y a un personnage qui neutralise un groupe, mais que de l'autre, il y a un autre groupe de PNJ qui neutralise un autre personnage, finalement, ça relance le combat vers quelque chose, donc ça peut donc on peut considérer que la défaite des personnages ne peut être qu'une défaite de groupe, quoi. En fait, ça, c'est une façon de prendre les systèmes maximalistes, c'est souvent ce qu'on appelle des résolutions par action. Et en fait, on va juste dire, oui, mais ok, mais on fait 4 actions. S'il y a 4 personnages, on fait 4 actions. Et en fait, grosso modo, seulement 4 actions pour tout un combat. Et ça se rapproche, en fait, de ce qu'on appelle une résolution par conflit. La résolution par conflit, c'est un seul jet de dés pour tout le combat. Alors, bien sûr, aussi, tu peux gérer
un combat, tout simplement sans jet de dés. Hein. J'ai fait un article qui s'appelle Comment jouer des combats en narratif pur, quoi. Ça fonctionne également. Hein. Alors, tu peux alterner les deux au sein du même parti, quoi. Des petits combats pas cruciaux, on va les faire sans jet de dés. Ok, bon, tu t'es préparé, tout a réussi ton embuscade, clac, t'as gagné le combat, puis c'est réglé, on passe à la suite. Ce sera que le gros combat climax, où là, peut-être on fera un jet de dés par joueur, quoi. Et cette méthode là de un seul jet de dés par joueur et par combat, alors pareil, pas de jet de dés du côté MJ, on joue ce qu'on appelle en player facing. Désolé, il y a le mot pourri là-dedans, mais grosso modo, ça va encore simplifier et puis ça évite d'amener l'arbitraire du MJ avec le MJ qui jette les dés. Bon, ça fait une mécanique. Le MJ qui jette les dés, il y a un peu une mécanique qui tourne un petit peu à vide, quoi. Alors que, en fait, on résout une passe d'armes, tu vois, un peu comme dans Brigandine, on résout une passe d'armes PJ versus MJ avec juste un PJ qui jette les dés, ça fonctionne très très bien. Voilà, et cette méthode, grosso modo, de un seul jet de dés par joueur durant un combat, ça va suffire à faire grandement le tri dans les règles, parce que du coup, on va pas utiliser l'initiative, on va pas utiliser les manœuvres, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas du tout l'occasion d'utiliser. Et donc, par exemple, un PBTA, moi j'ai tendance à utiliser les moves des personnages pour leur intituler, mais pas pour les conséquences, parce que souvent les conséquences des moves sont assez granulaires, se font que rebondir l'action, tu vois, sans vraiment la conclure, ne font que amener d'autres moves. Donc moi j'ai tendance à radicaliser le résultat d'un move en ça clôture le combat, et puis voilà quoi. Et en fait, grosso modo, la seule part de système qui est digne de servir, c'est celle qui est sur la feuille de personnage, quoi. Bon si c'est sur la feuille de personnage, déjà, c'est plutôt les joueurs qui vont penser à manipuler ces bouts de système. Donc c'est pas une charge mentale pour toi, MJ. Mais ça veut dire, par exemple, quand je joue à Fate, j'utilise pas les aspects de situation ou les aspects des PNJ. On n'utilise que les aspects des PJ, parce que c'est sur la feuille de personnage, et ça fonctionne. On perd un petit peu en granularité, mais honnêtement, ça fait largement le taf. Alors, certains vont trouver que les systèmes légers sont fades et tout. Moi, je pense qu'un système léger peut être aussi efficace qu'un système maximaliste à transmettre une intention, du moment en fait qu'il est employé souvent. La forge avait la notion de point de contact. Les points de contact, c'est le nombre d'étapes durant la partie où on va solliciter le système, quoi. Donc en fait, tu peux avoir un système léger, mais si tu lances souvent les dés, le système il a quand même pas mal d'influence sur la partie. Ou alors, tu peux très bien ne pas lancer souvent les dés, mais que chaque mécanique ait un fort impact. Ça c'est assez flagrant avec une Forenza Minima. Une Forenza Minima, il y a grosso modo, pour faire très très simple, il y a qu'une seule règle, hein. Mais c'est une règle que je vais utiliser assez souvent, puisqu'en fait dès qu'on doit trancher un conflit, je vais utiliser la règle qui est la règle du prix à payer. En plus de ça, c'est une règle qui a énormément d'impact en fait, hein. Beaucoup plus d'impact qu'un système de résolution classique. Donc voilà, donc tu pars des systèmes légers qui transmettent très très fortement une intention. Alors, on va quand même faire un peu d'autocritique. Il y a quand même un écueil majeur avec les systèmes légers, c'est notamment quand il n'y a pas de feuille de personnage ou une feuille de personnage très très minimaliste. Ça peut brider les joueurs, en sens, ah oui, mais je ne sais pas ce que je peux faire, mon personnage n'a pas d'identité, voilà, et du coup, je vais être beaucoup dans la réaction, parce que la feuille de personnage ne m'inspire pas, quoi, vu que je n'ai quasiment pas. Donc, comment on répare ça? On peut le faire. En fait, on peut utiliser une technique du FKR qui est le Everything can be attempted, tout peut être tenté. Voilà, dire oui, ok, ton personnage, on ne sait pas quelles sont ses capacités, mais essaye des trucs et tout ce que tu vas essayer, je donnerai en tant que MJ,
je donnerai une chance raisonnable d'aboutir, quoi. Donc, t'as un personnage, en fait, qui est dans son ferment multipotentialiste, quoi. Ou alors, tout simplement, on va développer le personnage en narratif, on va un petit peu discuter avec les joueurs quelque temps pour que le personnage gagne suffisamment d'étoffe pour que on soit à l'aise pour le jouer. Je vais te donner, en fait, une petite idée pour faire des concepts de perso très vite opératifs. Tu vas créer un personnage en fait dans 2 ou 3 termes, et le mieux c'est que ce soit des termes qui sont soit antinomiques, c'est-à-dire contraires, tu vois, ça crée un personnage un peu paradoxal, et ça c'est intéressant. Par exemple, un guerrier guérisseur ou une sauveuse de démons, hein. Ou alors tu peux utiliser des termes qui sont disparates, c'est-à-dire qui n'ont pas de rapport entre eux. Par exemple, une barde navigatrice. Voilà. Là, tu vois, tout de suite, t'as des concepts de perso, on a envie d'inventer plein de choses autour, quoi. Et finalement, ils peuvent être aussi intéressants à jouer qu'une énorme feuille de DD5 avec un concept monolithique juste détaillé à l'extrême, quoi. Et puis, ce qui crée beaucoup de jeux à peu de frais aussi, ce sont bien sûr les liens relationnels entre personnages. Et moi, ce que je te conseille, par contre, c'est d'aller à l'os, c'est-à-dire juste, tu as un lien relationnel avec ta voisine de gauche, un lien relationnel avec ton voisin de droite, si possible des liens dynamiques, c'est-à-dire avec plutôt des objectifs relationnels que juste des liens, genre c'est mon frère, ça fonctionne pas trop, mais c'est mon frère et je vais le protéger contre les dangers, ça fonctionne beaucoup plus. Voilà, ne fais pas des liens avec tous les personnages, parce qu'en fait, tu vas produire une carte relationnelle très touffue qui va prendre beaucoup de temps à élaborer, qui va finalement peut-être apporter plus de friction qu'autre chose. Donc juste 2 liens par joueur, ça ne suffit amplement. Et pourquoi voisin gauche et voisin droite? Parce que c'est pareil cognitivement, c'est aussi plus facile à retenir que c'est juste les personnes à ta gauche et à ta droite, plutôt que d'avoir des liens avec la personne qui est juste en face. Voilà, plus facile de faire du drama avec tes voisins qu'avec la personne en face aussi. Ok, alors maintenant la simplification de l'intrigue. Donc l'idée c'est qu'on va oublier le concept de méta-intrigue. À la place, on va plutôt se centrer sur les intrigues perso des PJ. De préférence, on va ficeler ces intrigues perso entre elles, hein. Ou alors, à nouveau, on va jouer à la dérive, hein, comme je t'ai expliqué. Donc pour rappel, le centré sur le personnage et la dérive sont finalement plus impliquants et apportent plus de liberté d'action que le concept de méta-intrigue. Donc en fait, on simplifie et on gagne à la fois. C'est vraiment très pratique. C'est largement en fait supérieur à un gros scénario dirigiste à l'ambition digne d'un roman classique russe, quoi. Donc bref, c'est pas la peine de passer des heures à écrire un scénario romanesque qui finalement va être moins impliquant que des formules improvisées, quoi. Hein. Donc à nouveau, les six morts, quoi. Alors, une intrigue simple, en plus, elle a l'avantage d'être lisible. Et ça va aussi laisser de la place aux émotions, aux variations de rythme. Par exemple, on va pouvoir faire du from cosy to drama. On a juste préparé le drama. On va faire l'introduction cosy en improvisation. Et voilà, et cette intrigue simple, elle peut être en fait tout à fait bouleversante. Eh bien, si le thème notamment touche les joueurs, quoi. À nouveau, grâce notamment au Character Center. Alors, et pour conclure, on va parler de supprimer le gras de partie. Oui, c'est un obèse qui te parle de supprimer du gras. Je ne suis, comme tu sais bien, je ne suis pas à une contradiction près. En fait, grosso modo, le gras de partie, il est bon. Pourquoi on en met? Parce que c'est censé huiler le jeu. Et lol. Mais bon, bah attention au cholestérol, quoi, hein, grosso modo. Et donc moi, je suis davantage favorable à la densité ludonarrative, c'est-à-dire qu'on va essayer de maximiser. Bon, c'est un peu abstrait ce que je vais dire, mais on va maximiser les unités ludonarratives
Bref, on va maximiser le jeu par heure de jeu, quoi. Passer ensemble. Donc, je rappelle vite fait, c'est quoi le grade partie. Donc, c'est tout ce qui est briefing, débriefing, infodump, méta-jeu, world building, création de personnages. Tu vois, la création de personnages, par exemple, je t'ai expliqué comment faire des concepts hyper vite, là. Ça suffit. C'est pas la peine d'avoir une création de personnage une heure, on répartit nos stats, machin, on fait une relation de map hyper... Non, non, finito, ça. Et donc, voilà, donc c'est quoi un peu mon setting minimal, mon grade partie minimal. Disons, au début de la partie, une présentation claire du contrat de table, vraiment réduite à l'os. Donc, de toute façon, ça sert à rien d'avoir un contrat de table hyper touffu parce que nous ne sommes pas infiniment paramétrables. Donc, plus on met de contrat de table, plus il va y en avoir d'oubliés. Et donc, plus il y aura de frustration à la fin parce que, ah oui, on a dit qu'on ferait ci et ça. Mais on n'a pas eu le temps de tout faire. Bah oui, bien sûr, parce c'est pas possible. Voilà. Donc, ce contrat de table, en fait, il est en deux parties. Il y a ta promesse de MJ à la table. Donc ça passe par présenter les fun and games. Et ça passe aussi par présenter les traumas-avertissements. Et il y a la deuxième partie, c'est la calibration avec la table. C'est-à-dire qu'ensemble, on va déterminer les lignes, les voiles, mais aussi les phares. Donc là, c'est plutôt les joueurs qui vont dire, OK, toi, t'as proposé ça comme fun and games, et moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça et ça en plus. Voilà, ce sont mes désirs, quoi. Et ça suffit. Pendant la partie, on va aussi faire quand même quelques pauses, juste pour faire un petit peu de sécurité émotionnelle, faire de la calibration vite fait. Et puis à la fin, on se contente juste de faire un aftercare, quoi. Pas un briefing hyper long, avec critique point par point de chaque épisode, de chaque aspect de règle, de chaque aspect de maîtrise et tout. Non, non, non. Et je te renvoie à un de mes articles qui s'appelle Pourquoi je ne fais plus de débriefing. Bon quant à l'infodump, ça doit se limiter à une seule sorte d'infodump, c'est les informations apportées par les PNJ, et c'est tout. Et puis le méta-jeu, comme je t'ai dit, le méta-jeu pour moi, c'est juste les pauses sécurité émotionnelle, calibration, et c'est tout quoi. Pas plus de méta-jeu que ça. Et pour le reste, on fait du énoncé accepté, c'est-à-dire, voilà, les joueurs font des propositions, et en tant qu'MJ, tu acceptes en fait ce qui est dit pour histoire qu'on avance le plus possible, quoi. Donc on évite l'aspect, ce qu'on appelle mover may I, maman est-ce que je peux, tu vois, qu'on a dans les formules d'échange qui sont plutôt de type proposé, validé, quoi. Et donc voilà, le moins de méta-jeu possible, le moins de hors-jeu possible, et ça permet en fait une approche immersionniste. Donc cette densité ludonarrative là que j'appelle de mes vœux, elle implique aussi de dégraisser en fait tout ce qui est fiction faible, la fiction qui apporte pas grand chose, qui est pas hyper intéressante, qui est lourde. Donc par exemple les descriptions, on peut se contenter de ce que j'appelle les descriptions haïku, des descriptions poétiques très inspirantes et qui se disent en une minute quoi. Et puis l'enquête et la planification, à moins qu'elles aient un véritable intérêt. Je pense par exemple si tu fais une planification un peu comme dans le film Ocean's Eleven, bah oui là la planification c'est cool, c'est intéressant, mais la plupart du temps la planification et l'enquête c'est gaze, hein. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec l'enquête et la planification? Soit on les supprime, soit on les ellipse, soit on les abrège sous forme de dilemme. Je t'envoie ma vidéo sur les dilemmes, mais par exemple, ok, combien de temps t'es prêt à sacrifier pour avoir des infos, ou tu vois, qu'est-ce que t'es prêt à employer comme protocole un peu sale pour avoir des infos. Pareil pour la planification, je sais pas moi, quelles sont les ressources que t'es prêt à claquer pour avoir le maximum de préparation possible. Ok, ça, très bien, voilà ta préparation, c'est ça. Ou genre à qui tu corromps, enfin bref, on fait enfin un petit dilemme pour résumer ces phases et ça suffit largement. Bien, j'ai bien conscience que toute cette apologie de la simplicité que je t'ai fait
Peut-être que tu vas trouver ça instructif, game changer. Peut-être que ça te choque et que tu trouves que voilà, c'est pas ton JDR, quoi. Il n'y a pas de souci parce que dès la prochaine vidéo, on va comparer davantage les systèmes minimalistes avec les systèmes maximalistes, avec les avantages et les défauts de chacun. Ça te permettra de faire un peu plus ton choix en conscience. Mais voilà, pour cette première vidéo du plus ou moins, effectivement, j'ai choisi de faire l'apologie de la simplicité. Et bien là-dessus, je t'envoie des bonnes vibrations quantiques et on se retrouve à la prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Ciao!